Le fond de ma pensée, c'est que ce Premier ministre est illégitime, qu'il ne devrait pas être en place, évidemment. La politique macroniste... Il a été nommé constitutionnellement selon une décision du président de la République tout à fait conforme à la Constitution. Si vous le souhaitez. Mais, non, je ne le souhaite pas, c'est la Constitution. Mais il ne vous aura pas échappé que depuis un an, il y a un an, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, qu'il y a eu des nouvelles élections, que les macronistes ont largement été battus dans ces élections, qu'ils ont perdu, et que depuis, M. Macron s'entête à continuer à nommer comme Premier ministre des personnes qui ont l'intention de mettre en place... Attendez, illégitime, c'est... Quand le Premier ministre dit il n'y a pas de nouveau conclave, vous l'appelez solennellement ce matin à ce que l'Assemblée nationale soit à nouveau saisie du dossier des retraites. Bah oui, mais enfin, comment vous dire? Je sais pas. Je trouve que ça devrait quand même être une évidence de dire qu'en démocratie, ça devrait être les députés qui font la loi. La CFDT ne réclame pas ça. C'est quand même le principal syndicat de France. Il réclame un maintien à 63 ans. Madame, la CFDT peut avoir sa propre position, mais il vous a pas échappé que il y a maintenant 2 ans, au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, il y avait l'unanimité de l'ensemble des organisations syndicales pour s'opposer à la réforme visant à mettre l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Il y avait d'ailleurs l'unanimité des organisations syndicales, il y avait quasiment l'unanimité du pays. Il y avait plus de 90% des actifs qui étaient opposés à la retraite à 64 ans, et il y avait même une majorité de députés qui étaient opposés. Et cette réforme n'a pu passer que par l'intermédiaire d'un 49.3. Puis, à plusieurs reprises, nous, les Insoumis, à l'Assemblée nationale, nous avons cherché à déposer des propositions de loi pour que les parlementaires puissent enfin voter sur ce sujet. Et à chaque fois, les députés macronistes nous ont empêchés de le faire. Donc c'est pour ça que je réagis comme ça, parce que je trouve ça quand même extraordinaire qu'il faudrait quasiment demander au Premier ministre ou supplier le Premier ministre pour que les parlementaires puissent voter. Ça devrait quand même être la base de notre démocratie. Non, je ne le supplie de rien. Et je réagis évidemment avec plaisir à vos questions. Mais le fond de ma pensée, c'est que ce Premier ministre est illégitime, qu'il ne devrait pas être en place, évidemment. La politique macroniste... Il a été nommé constitutionnellement selon une décision du président de la République tout à fait conforme à la Constitution. Si vous le souhaitez. Mais, non, je ne le souhaite pas, c'est la Constitution. Mais il ne vous aura pas échappé que depuis un an, il y a un an, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, qu'il y a eu des nouvelles élections, que les macronistes ont largement été battus dans ces élections, qu'ils ont perdu, et que depuis, M. Macron s'entête à continuer à nommer comme Premier ministre des personnes qui ont l'intention de mettre en place... Attendez, illégitime, c'est... Par ailleurs, vous avez tiré une balle dans le pied des socialistes, puisque vous avez dit tout de suite que vous les censureriez si Emmanuel Macron choisissait un Premier ministre de gauche. Donc, il lui restait quoi comme solution? Franchement, les socialistes ont bercé d'illusions, en quelque sorte, le pays en faisant croire que M. Macron aurait l'intention de nommer un Premier ministre qui allait inscrire sa politique dans la rupture avec la politique macroniste. Attendez. Illégitime, c'est quand même un terme extrêmement fort. C'est-à-dire que vous ne le reconnaissez pas dans sa fonction de Premier ministre. Non, ça veut dire que je considère que sa nomination est un déni de démocratie, qui est une négation de la parole qui s'est exprimée par les Françaises et les Français lors des élections législatives l'année dernière, et qui est une négation du fait que depuis 2 gouvernements, le gouvernement de M. Barnier puis le gouvernement de M. Bayrou, ont été renversés par l'Assemblée nationale. C'est pas un interlocuteur pour vous? Ben non, moi je demande à M. Lecornu de faire comme M. Bayrou, c'est-à-dire de demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Puisque normalement, dans les usages démocratiques qui sont les nôtres en France, un Premier ministre, lorsqu'il est nommé, c'est ce qui se passait avant que M. Macron décide de multiplier les dénis de démocratie, un Premier ministre, lorsqu'il est nommé, il vient devant l'Assemblée nationale et il dit: est-ce que j'ai une majorité de députés qui sont d'accord pour que je puisse faire mon travail? Donc moi, je demande à M. Lecornu de faire un vote de confiance. Et si M. Lecornu ne veut pas faire de vote de confiance, eh ben, avec mes collègues parlementaires, nous déposerons une motion de censure avec la possibilité, comme cela, aux parlementaires de dire s'ils sont d'accord avec le fait que M. Lecornu puisse mettre en place sa politique. Vous êtes très dur avec le Premier ministre, il y a une méthode, enfin politiquement, il y a une méthode attendez, je veux de pas gouvernement... à M. Lecornu en particulier. Moi, je suis très dur avec le fait que M. Lecornu incarne la continuité de la politique macroniste et que c'est cette politique-là qui est battue et que les Françaises et les Français veulent qu'on tourne la page de cette politique. Il dit qu'il va changer dans les méthodes de gouvernement, y compris, Amandine. Oui, puisqu'il dit, si possible, ne pas vouloir devoir avoir recours au 49.3, mais ça voudrait dire qu'il faut arriver à négocier, à faire des compromis avec les uns et les autres. Vous le pensez de bonne foi sur sa volonté de travailler de façon plus ouverte que François Bayrou? Je ne peux pas dire jamais, ce serait démagogique, mais je ferai tout pour ne pas y être obligé, dit-il. Oui, bon, je suis pas un perdreau de l'année, quoi. Donc, monsieur, vous connaissez un seul Premier ministre qui dit: génial, j'adore, je vais faire le 49.3 par bonheur et par plaisir.
Donc, qu'est-ce que nous dit Monsieur Lecornu? J'aimerais bien éviter le 49.3, mais peut-être que je vais être obligé d'y avoir recours. Bon, il dit exactement la même chose que ce que disait Monsieur Bayrou ou Monsieur Barnier. Mais ça Vous veut dire pouvez y que voir une rupture de Manuel forme, Bompard, vous mais n'irez pas moi. pas le rencontrer. Vous n'irez pas le voir s'il vous convie à Matignon. Bah, si Monsieur Lecornu nous convie à Matignon avant le vote de confiance ou avant le vote de censure que nous allons proposer, je n'ai pas l'intention d'aller négocier avec lui. Je considère que la France insoumise s'inscrit dans l'opposition à la politique de Monsieur Lecornu et que nous n'avons pas l'intention d'aller négocier avec lui quoi que ce soit. Je vous le confirme. Et vous ne pensez Y pas... compris de discuter et échanger. Mais après, si Monsieur Lecornu passe l'étape de la censure ou de la confiance, alors il devient le Premier ministre. Je peux le contester, je suis pas d'accord avec, il devient le Premier ministre. Dans ce cas-là, bah, comme formation politique d'opposition, il peut arriver que je le rencontre sur tel ou tel sujet ou tel dossier. Mais il faut prendre les choses dans l'ordre. D'abord, Monsieur Lecornu va essayer de constituer en quelque sorte sa majorité, la majorité qui le soutient. Moi, je n'en ferai pas partie. Donc, je ne vais pas aller participer à des réunions pour donner l'illusion qu'à la fin, je pourrais en quelque sorte le soutenir. Donc parce vous que je n'irez le pas à soutiendrai Matignon s'il vous invite? Non. S'il n'y a pas de vote de confiance qui est demandé par le Premier ministre. Mais pas avant qu'il y ait un vote de confiance ou un vote de censure. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, pardon, mais dans toutes les démocraties du monde. Hein. Il parle Le de Premier vous. ministre, il va d'abord devant l'Assemblée nationale et il demande s'il a la confiance ou pas. Manuel Bompard, il parle de vous, il parle de la France insoumise Oui, ce j'ai matin vu. dans cette interview. Oui, Puisqu'il oui. dit Je crois qu'il n'a pas l'intention de m'inviter par ailleurs. Oui, il a dit qu'il inviterait toutes les forces représentées à l'Assemblée et au Parlement. Il explique qu'il veut, je cite, une discussion moderne et franche de très bon niveau avec l'EPS, les écologistes, les économistes. Les écologistes, pardon. Vous, la France insoumise, C'est bien qu'il dit-il, discute avec les économistes. voilà, la France insoumise, dit-il, s'exclut elle-même de la discussion et préfère le désordre. Vous êtes le parti du désordre? Mais vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec Monsieur Lecornu qu'on est partisan du désordre. C'est une manière quand même de voir la démocratie qui est quand même un peu particulière. Quant au reste, pardon, mais le désordre social, le désordre écologique, climatique, on l'a vu cet été, le désordre économique. Vous voulez que je vous dise que cette année, on a des records historiques de faillite des entreprises, le nombre de plans de suppression d'emplois partout dans le pays. C'est pas la France insoumise qui en est responsable. Vous voyez, c'est depuis 8 ans la politique d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs. Et Monsieur Lecornu, il peut jouer avec les mots, mais il s'inscrit. Enfin, c'est quand même la seule personne au monde, Monsieur Lecornu est quand même la seule personne au monde qui a été membre de tous les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Mais discuter à Matignon, Donc, vous avez essayer de faire croire que cette personne va inscrire sa politique dans la rupture avec la politique macroniste, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Allez discuter à Matignon, vous avez des propositions fortes, notamment sur la taxation des plus hauts patrimoines qui sont partagées par de nombreuses forces politiques. Pourquoi vous n'allez pas défendre vos propositions? Mais madame, ces propositions, elles ont été... non seulement elles sont fortes, vous avez raison, mais en plus, elles ont été adoptées l'année dernière par l'Assemblée nationale. Il y a eu une majorité des députés à Avant l'Assemblée d'être nationale. rejeté au Sénat. Non, avant d'être rejeté par 49.3, madame. C'est Avant pareil. Non, le Sénat a voté contre la taxe Zucman. Très bien, mais à la fin, vous savez que dans nos institutions, y compris sur les discussions budgétaires, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Bon, donc à la fin, ce qui s'est produit sous le gouvernement de M. Barnier, c'est que M. Barnier a dit « Voilà mon budget, et bon, les députés, vous avez voté telle ou telle recette, mais moi, je ne veux pas les prendre, donc je les mets de côté, et voilà mon budget, je fais un 49.3. » Alors, Donc, est-ce que vous avez espoir vous voyez, cette fois qu'elle puisse passer cette taxe Il évoque Zucman d'ailleurs, qui- Amandine, effectivement, voilà, il la question de la l'évoque. taxation des plus hauts revenus, parce que c'est Et évidemment c'est une taxation central de dans le débat. 2% sur le patrimoine des plus hauts revenus Vous avez au-delà raison. de 100 millions d'euros. Patrimoine. Ben, moi, je la défends depuis maintenant des années et des années, parce que je pense que c'est effectivement une mesure qui est une mesure de bon sens. Après, je m'attends à une forme d'entourloupe, dont je vois que certains ministres ont commencé d'ailleurs à dresser les contours. Sébastien Lecornu dit sur la taxation des plus fortunés qu'il se dit prêt, je cite, à y travailler sans idéologie. Voilà. Et puis, il dit aussi qu'il faudra faire attention, être vigilant, par exemple, aux biens professionnels, etc. Oui, Alors parce que que cette taxe, parlons concrètement, elle Oui. va toucher des personnes qui parfois créent des milliers d'emplois et qui ont très peu de salaire parce qu'ils ne font pas de je bénéfices. connais pense cet à argument. l'entreprise Mistral, dont on Voilà. parle beaucoup récemment. Ça vous embête pas de prendre des millions d'euros d'impôts à ce type de personnalité qui crée des milliers d'emplois? Alors, madame, on va y venir, mais d'abord, je vais vous dire juste une chose. Quand vous avez des gens qui vous disent « Oui, peut-être qu'on va reprendre la taxe Zucman, mais on va exonérer », ils utilisent cette expression, les biens professionnels. C'est faire abstraction du fait qu'aujourd'hui, une technique principale d'optimisation fiscale en France pour des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui veulent payer moins d'impôts, c'est d'avoir recours à des holdings. Et donc, précisément, de contourner l'impôt en ayant recours à des holdings. Si vous exonérez de la taxe Zucman l'ensemble des biens professionnels, en fait, vous passez complètement à côté du sujet. Et vous allez avoir une taxe qui va, non pas vous permettre de récupérer 10 à 20 milliards d'euros de recettes comme la taxe Zucman, mais peut-être quelques centaines de millions d'euros. Donc, évidemment, ça, c'est pas une taxe Zucman, c'est une entourloupe. Bon. Ensuite, vous me posez la question sur
des exemples qui, honnêtement, sont des exemples microscopiques, hein, qui concernent une toute petite minorité de sociétés. C'est majeur, c'est une entreprise qui crée des milliers d'emplois. Madame, je vais y répondre. C'est pas le fait qu'il crée des emplois ou pas le sujet. Là, vous me parlez d'exemples d'entreprises qui sont très fortement valorisées et donc qui comptabilisent dans le patrimoine et qui ne bénéficient ou qui ne génèrent pas forcément les revenus qui correspondent au niveau de cette valorisation. Monsieur Zucman, qui est l'inventeur de la taxe Zucman, a déjà largement répondu à cet argument en disant que pour ces cas très particuliers ou très spécifiques, il est tout à fait possible, par exemple, d'échelonner le paiement de la taxe Zucman ou, par exemple, de faire en sorte qu'il puisse régler une partie de cette contribution sous forme d'action. Donc, en fait, c'est l'arbre qu'on met au-dessus pour essayer de disqualifier le principe de la taxe Zucman, mais ça, honnêtement, ça ne tient pas la route. Par ailleurs, monsieur le propriétaire de Mistral AI est actionnaire minoritaire, monsieur Mensch, est actionnaire minoritaire de cette entreprise. Donc faire croire qu'il paierait 2% de la valorisation complète de cette entreprise, c'est complètement faux. Il détient, je crois, 10 à 15% du capital de cette entreprise, et c'est donc sur ce niveau-là qu'il serait taxé.